Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Une entreprise d'1 milliard de dollars pilotée par une seule personne, c'est le concept de la licorne d'une personne. Et c'est la prédiction qu'a faite Dario Amodei, le patron d'Anthropic, l'une des intelligences artificielles qui compte. Et vous y croyez ? Je suis Christophe Charlot, journaliste chez Trends Tendance, et vous écoutez le podcast Face à l'IA. Alors la prédiction de Dario Amodei, c'est évidemment que l'intelligence artificielle permettra de réaliser tellement de tâches que l'on va pouvoir se passer de pas mal de profils pour lancer une entreprise. Alors, on y croit pas. En tout cas, ça interpelle et ça pose évidemment une autre question, c'est en Belgique, nous dirigeons-nous vers des entreprises, des PME, avec un peu moins d'employés, voire pas d'employés. Pour en parler, je reçois Simon-Pierre Breuls, qui est fondateur et CEO de Maya Consulting, une entreprise de consultance qui aide les PME B2B, notamment à comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et à intégrer cette technologie. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de nous rejoindre dans ce podcast. Alors, cette prédiction du patron d'Anthropic, on y croit ? Alors, en tout cas, on n'y croit pas à court terme, parce que souvent, le constat, c'est que pour toute nouvelle technologie, on surestime l'impact à court terme et on sous-estime à long terme. Alors, sur du long terme, le jour où les agents seront vraiment déployés de façon avancée et bien interconnectés entre eux, on peut imaginer tout à fait, pour des entreprises de services, de SaaS, par exemple, de pouvoir faire vraiment des millions de chiffres d'affaires en SaaS, en MRR, avec une toute petite équipe. Alors, je ne pense pas qu'il n'y aura qu'une seule personne, parce qu'il y aura quand même toujours à un moment donné besoin d'humains pour déjà piloter ces différents agents, et surtout aussi pour le service après-vente, à un moment donné, avoir quelqu'un en ligne. Ça pourrait être une IA. Ça pourrait être une IA, mais je pense que dans la relation humaine, l'humain est profondément un être social, et donc pour l'aspect vraiment relation, à un moment donné, on aura besoin d'avoir quand même quelqu'un quand ça ne va pas ou qu'on a envie de discuter. Donc il y aura de toute façon un minimum de personnes, mais sur du long terme, honnêtement, je pense qu'on pourrait y arriver. Ouais. La technologie est là, c'est juste qu'elle n'est pas encore mature. Okay. C'est une question de temps. Ok, donc on va peut-être revenir. C'est vrai que là, on est vraiment déjà à un horizon lointain et sur des sphères, on va dire, planétaires. On va peut-être en revenir sur notre terrain de jeu, qui est la Belgique. Justement, pour faire un petit état des lieux, aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de PME. Comment vous percevez l'intégration de l'intelligence artificielle dans les petites entreprises ? Est-ce que c'est déjà une réalité ? Ou alors, est-ce qu'on en parle beaucoup, mais on en mange peu ? Alors, par rapport à d'autres technologies, l'IA, on en parle tellement. C'est tellement un buzzword depuis 3 ans, enfin depuis fin novembre 2023, que non, les entreprises et dans les PME, elle est utilisée. Mais c'est l'IA Shadow. Ça veut dire que beaucoup de collaborateurs, d'employés l'utilisent en fait de façon cachée, sans dire, ou en tout cas, ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé. Donc ça, c'est le premier constat. Okay. Donc je pense que les patrons d'entreprises, de PME, à moins qu'ils soient partis sur une autre planète et ils ont coupé leurs journaux, la radio et la télé, ils ont d'office entendu parler de l'IA. On l'entend tous les jours. Si on ouvre LinkedIn, on le voit tous les jours, des posts là-dessus. Donc, non, la conscientisation, elle est là. Je pense qu'il y a eu un gros travail aussi de plusieurs organisations, que ce soit publiques ou privées, à ce niveau-là. Maintenant, le gros gap, et ça, une première étude de PwC il y a un peu plus d'1 an le montrait déjà, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent, mais il y en a peu qui l'utilisent de façon efficace et structurée et organisée. Ok. Parce que, j'imagine, c'est beaucoup en parlent, on sait qu'il y a moyen de faire, on entend et on en parlera, on en donnera tout à l'heure des bons cas d'usage, mais après c'est toujours... Ok, comment moi je l'utilise, comment, telle boîte qui fait plus ou moins de l'informatique, on le comprend, mais moi je fais mes tartes dans mon coin, je ne sais pas ce que j'en fais. Donc il y a ça Oui, en fait, il y a 2 choses, c'est que cette technologie, en fait, est pour la première fois une technologie qui est facile à
appréhender. Quand on parlait de l'arrivée d'Internet, il fallait savoir coder. Quand on parlait de big data, c'était quand même beaucoup de stacks de données, de DB. Et donc, c'était pas donné à tout le monde. C'était complexe. Le marketing digital, pareil, c'était quand même des technologies, des outils un peu plus complexes à appréhender. Ici, on est dans une technologie où il faut savoir juste correctement s'exprimer. Donc, le langage est très important. Et donc, évidemment, on a mis dans les mains de tout le monde un outil qui est facile à apprendre et à prendre en main. En effet, prendre en main et discuter avec une IA, un chatbot, que ce soit OpenAI, Gemini. Enfin, ça c'est sur papier, parce qu'après... Voilà. Et donc, tout le monde, c'est comme rouler en vélo. Tout le monde est capable de rouler en vélo, mais peu de gens sont capables d'aller faire 100 km sans avoir mal ou faire le Tour de France. Et donc, c'est là qu'il y a un gros gap, en fait. C'est que tout le monde croit savoir l'utiliser ou pense l'utiliser correctement, mais il y a un gap énorme entre l'usage réellement possible avec cette technologie et ce que les gens en font. Et l'autre chose aussi, c'est que les gens l'utilisent surtout pour faire la génération de contenu, la création de contenu, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et entre guillemets, l'IA générative, c'est là où elle est la moins forte à la base. C'est-à-dire ? C'est qu'elle est beaucoup plus... en fait, il y a 6 cas d'usage pour une IA générative. C'est l'extraction de données. D'accord. C'est répertorier, classer la donnée. C'est la création de contenu. C'est répondre à des questions. Et la dernière, ça vous reviendra. Ça me reviendra. Et donc, vous voulez dire que finalement, ce que tout le monde utilise le plus, c'est là-dedans qu'elle est le moins utile. Qu'elle est potentiellement la moins efficace ou la moins avancée pour faire de l'analyse de données. Voilà, c'est vraiment l'analyse de données, des calculs. C'est là où clairement elle est très 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 forte. Ok. L'agence du numérique, il y a peu de temps, indiquait que la demande d'accompagnement justement en IA a été multipliée par 7 en 2 ans. Alors évidemment, il y a 2 ans, on commençait à parler de ChatGPT. 700 organisations, ça vous paraît bien en Wallonie? C'est-à-dire qu'il y a 750 boîtes aujourd'hui qui se disent « Ok, on veut être accompagné ». Mais par rapport au nombre de PME qu'on a, c'est vraiment ridicule. Il faut vraiment se rendre compte que cette technologie, elle est là. Il faut rentrer dedans, se l'approprier, parce que ça va évoluer de plus en plus et ça va être de plus en plus intégré dans les outils du quotidien. Et donc, au plus vite on met le pied à l'étrier, on comprend, on met un cadre, et ça on y reviendra peut-être après, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment une PME devrait l'intégrer. Mais clairement, il y a ce gap entre on est conscient, on l'utilise un petit peu, on fait des petits tests, et puis vraiment un vrai usage. Aujourd'hui, on en est un peu là quand même. Voilà, on est un peu là. Pour les PME, on fait une formation, mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, une étude récente qui est sortie en mai de PwC, qui dit que en fait, en Belgique, il y a 40% des employés qui n'utilisent pas l'IA au travail. Encore 40%. Okay. Ça vous étonne ? Oui, quand on voit que cette même étude qui ont analysé que l'impact de cette technologie, donc de l'IA générative, entre 2018 et 2024 sur les secteurs qui ont enregistré le taux de croissance du chiffre d'affaires par travailleur est 3 fois supérieur à ceux des secteurs moins exposés par cette technologie. D'accord. Et donc les secteurs qui sont la technologie, la finance, la santé, la fabrication, la connaissance, donc tout ce qui est services, elles ont cru de 8,5 à 27%. Donc ça montre qu'investir dans l'IA, on génère vraiment de la valeur ajoutée quand c'est bien intégré. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que quelque part il faut des moyens et en tout cas c'est peut-être la perception que beaucoup peuvent en avoir, c'est de se dire ok, moi je suis déjà dans mes affaires j'essaye de survivre, j'essaye de faire en sorte que le business reste à flot, je vais pas maintenant investir dans l'IA pour peut-être gagner plus tard, voilà, j'ai pas les moyens, on verra plus tard, quoi. Alors, on revient toujours, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y a un frein à l'adoption. Quand Internet est arrivé, on entendait des entreprises qui disent « mais moi, j'aurais jamais besoin d'un site Internet, ce n'est pas utile ». Quand le Big Data est arrivé et le marketing digital, non, moi, mes clients, je les connais, j'aurais jamais besoin d'une visibilité dans les moteurs de recherche, d'être présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Là, on voit qu'à un moment donné, si elles n'y vont pas, elles perdent des parts de marché. Ouais. Et donc, on vit dans un monde globalisé. On n'est plus sur notre petit territoire avec notre zone de chalandise, surtout pour les PME B2B où elles produisaient et elles livraient dans une zone de chalandise. Maintenant, elles sont connectées au monde entier. Le marché est mondialisé. Et donc, cette technologie, comme elle est facile
à intégrer, les PME qui l'intègrent correctement, de façon réfléchie, avec une vraie bonne stratégie et une bonne formation, parce que ça on y reviendra, elles vont avoir des gains de productivité rapides. Et donc, si on ne s'y met pas, on va perdre des parts de marché. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue, quelque part. C'est vraiment ça. Alors, pour les autres technologies, que ce soit l'arrivée de l'informatique, Internet, le marketing digital, vu que le cycle d'implémentation est plus long, parce que c'est une technologie qui est plus compliquée à appréhender et à implémenter, on avait un peu le temps. C'est quand même fou qu'encore à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de PME qui, au niveau de digitalisation, ne sont toujours pas correctement digitalisés. On est quand même en 2025, bientôt 2026. Il faut peut-être déjà régler cette question-là avant de passer à l'IA. Bon, les deux sont interconnectés. C'est la 4e révolution du digital qui rajoute des couches. Mais voilà, c'est vrai que le Covid a fait une fameuse accélération dans la digitalisation des PME, mais la digitalisation, ça fait 15-20 ans qu'on en parle et qu'on dit que c'était important pour le gain de productivité et de compétitivité au niveau international. Avec l'IA, on ne peut pas attendre 15 ans, 10 ans. Là, on risque vraiment de vraiment perte des emplois en Belgique si on ne s'y met pas. Le gros avantage, c'est que c'est une technologie justement qui n'est pas coûteuse. Mais justement, parce que c'est ma question quand même, on va y revenir et je ne veux pas vous lâcher là-dessus. C'est, au fait, alors vous allez me dire ça dépend, etc. Mais grosso modo, ça coûte combien de développer de l'IA ? Alors grosso modo, l'IA générative, c'est surtout de la formation. C'est un cadre dans l'entreprise, donc travailler sur une AI policy avec une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA dans l'entreprise, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut en faire avec. Ensuite, une fois qu'on a ce cadre réglementaire, cette AI policy, c'est former les équipes. Former les équipes et surtout faire des premiers POC, des proof of concept qui vont montrer réellement l'utilité et le gain qu'une IA peut apporter, une IA générative peut apporter dans le travail au quotidien. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, c'est quelques demi-journée de formation, ça dépend de la taille de l'entreprise, donc ce n'est pas non plus... Donc en gros, ça coûte rien. Donc ça coûte pas très cher. Par rapport aux gains à court terme, ou en tout cas moyen terme... C'est pas que je veux pas vous lâcher, mais... un client qui vient chez vous, une PME qui vient chez vous, qui vous demande une petite mission, elle s'en sort à combien ? Quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros, voilà. D'ailleurs, Digital Wallonia a un programme qui s'appelle Startia. Bon, pour le moment, il est en pause, mais il va être relancé. C'est 5 000 euros. Avec 5 000 euros, on fait déjà énormément de choses au niveau de l'intégration de l'IA par de la formation et par un premier POC qui va montrer que ça fonctionne. Et justement, comme ça, on parle, tant qu'on est dans le concret, maintenant on a des chiffres de budget. Un ou deux exemples de... Je suis une PME et j'ai fait un truc vraiment bien efficace et avec un vrai ROI en intelligence artificielle. Vous avez des exemples, un ou deux ? On en a plusieurs. Alors, je prends un exemple. C'est une PME qui est dans la R&D, dans l'ophtalmologie. Et ils ont un département R&D qui développe donc les machines avec un historique de développement de la machine. Ils ont plusieurs versions au mesure des années. Et donc, il y a un historique de code d'erreur, de hardware, de pièces, de façon de faire, etc. Dans l'équipe, chaque fois qu'il y a un nouveau ingénieur qui rejoint l'équipe de R&D, évidemment, il a beaucoup de questions. Avant, comment ça se passait, c'est qu'il allait chaque fois voir le responsable, le directeur du département, parce qu'il avait tout l'historique. Et donc, il doit chaque fois prendre du temps d'expliquer pourquoi ce code d'erreur, pourquoi telle pièce, pourquoi tel hardware, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un custom GPT, interne, donc ils ont la version Team qui permet d'avoir quelque chose de plus privé au niveau de l'entraînement de données. Les données ne sont pas entraînées sur leurs données. Ce GPT est uniquement accessible aux membres du département R&D. Et on a chargé tous les plans, tout l'historique des plans. Donc qu'il faut avoir, donc il faut quand même de la data. On en revient quand même au cœur du truc. Ça, on y reviendra après. Donc on a chargé tout l'historique, en fait tout le savoir, la connaissance de la R&D, du département, du directeur de la R&D, on l'a mis correctement dans ce custom, on l'a paramétré de façon avancée, avec des garde-fous évidemment. Et grâce à ça, maintenant, ils sont beaucoup plus autonomes parce qu'ils peuvent directement chatter avec ce chatbot et pouvoir répondre à leurs différentes questions. C'est ça. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on sait très bien que dans les PME, ce qui prend du temps, c'est enrichir. On a des CRM. Odoo est très connu, pour ne citer que lui. On a de plus en plus de PME B2B qui, enfin, implémentent des CRM. On sait très bien que quand on a un contact sur un site internet qui est rempli, on a le nom, prénom, adresse email, pas beaucoup plus d'informations.
Ici, on est capable de faire un agent IA qui va, une fois que le formulaire est rempli, directement aller interroger le CRM pour voir si le contact existe déjà. S'il existe déjà, il va le mettre à jour avec de nouvelles informations. S'il n'existe pas, il va le créer, mais il va aller rechercher d'autres informations sur l'entreprise, sur le secteur, sur les besoins, identifier déjà peut-être le besoin pour renvoyer vers le bon commercial ou le bon département. C'est ça. Juste peut-être pour repréciser en une phrase ou deux, un agent IA, c'est donc ces modules d'intelligence artificielle qui prennent quelque part des décisions, qui agissent de manière autonome. On va prendre, en fait, c'est un modèle de langage qui va être connecté avec un connecteur comme Make, par exemple, à un autre outil et qui vont automatiser une tâche sans intervention humaine. Voilà. Ouais, comme ça, tout le monde comprend bien. Donc, mais donc c'est effectivement intéressant et j'imagine que les exemples, il y en a tout plein. Mais évidemment, c'est la question bateau, mais c'est la question quand même que tout le monde se pose. C'est au fait, on va mettre de plus en plus d'automatisation, on va mettre de l'intelligence artificielle qui va remplacer des parties de fonctions, des parties de tâches, etc. Ma question, vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est l'impact sur l'emploi, sur les gens aujourd'hui dans les entreprises, ceux qui auraient pu être dans certaines entreprises. On entend quand même beaucoup, alors peut-être pas sur des PME plus traditionnelles, mais très certainement dans des startups. Ah, mais au fait, on gagne 20% d'effectifs parce que tout le marketing, on le fait machin, par une IA, etc. L'impact pour vous qui implémentez justement de l'IA, quelque part, est-ce que vous aidez aussi ces PME à se passer de certains profils ? Alors, je ne dirais pas qu'on va se passer de profil, mais par contre, Claire, c'est sûr qu'on gagne en productivité. Maya, on a un cabinet de conseil en marketing et en IA pour des PME B2B. Notre modèle, on est in-house, donc j'ai mes collègues qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience, qui sont dans l'entreprise à temps partiel. Et donc, évidemment, cette technologie leur permet de délivrer plus ou apporter plus de valeur ajoutée sur le temps imparti où ils sont présents dans la PME. Alors, c'est sûr que pour les startups qui, dès le départ, pensent AI first, dans leur process, dans leur méthodologie, dans leur structure, elles vont dès le départ penser comment est-ce que je peux intégrer l'IA générative dans ces process. Alors c'est sûr que ces boîtes-là, elles vont gagner un temps fou et donc elles ne devront pas engager une assistante administrative, un junior sales, etc. Parce que si c'est bien pensé, on peut construire avec de l'IA. Donc ça, c'est sûr que si on part from scratch, c'est beaucoup plus facile. Et là, clairement, on est moins obligé d'engager rapidement des personnes qui feront du support. Par contre, elles vont pouvoir engager des gens qui vont réellement créer du business. D'accord. Donc c'est faire les choses ou aller chercher du business. Voilà. Ouais. Dans les plus grosses structures, on voit bien chez McKinsey, on a vu qu'ils ont eu des gains entre plus ou moins 25-30%. La plupart des grandes entreprises, pour le moment, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles gardent leur payroll actuel. Et elles ne demandent pas non plus à leurs collaborateurs de développer des choses en plus. Okay. Et donc là, en effet, le gain de productivité, il n'y a pas de gain. D'accord. Pourtant, on a quand même tendance à dire, l'intelligence artificielle va te permettre d'être plus efficace, donc tu vas travailler plus vite, tu vas faire plus de choses quand même. Donc quelque part, tu es plus productif. Oui, sauf que dans la plupart des grosses boîtes, en tout cas, les gens ne font pas spécialement plus, ou s'ils font plus, ils font pas des choses qui apportent... ou je pense qu'ils font plus d'autres choses, mais je ne pense pas que la boîte a mis en place une structure et a accompagné les travailleurs à faire quelque chose qui va apporter réellement de la valeur ajoutée pour la boîte. D'accord. Plus de relations avec les clients, améliorer le service client, essayer d'aider à créer un produit peut-être amélioré ou j'en sais rien, mais en tout cas apporter quelque chose qui a une réelle valeur ajoutée. À un moment donné, McKinsey s'est dit, ok, mais moi en fait, toute une partie des tranches de mes consultants, je ne peux pas les faire plus de choses, et donc ils ont décidé de supprimer des emplois. Ils ont supprimé 5000 personnes. Mais c'est une tendance qu'on pourrait voir dans des PME. Je veux dire, alors peut-être pas maintenant, parce qu'on a vu qu'effectivement il y avait encore du boulot pour implémenter l'IA et y avoir ces gains de productivité dans les PME, qu'il y avait encore quand même un peu d'évangélisation. Mais à terme, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que vous mettez en place d'une certaine manière, ça va peut-être... Alors je ne dis pas qu'ils vont virer des gens, mais ils vont pouvoir certainement se passer d'en engager certains. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que dans les PME B2B, on est au four et au moulin.
on a plusieurs casquettes et donc les collaborateurs qui vont gagner du temps sur certaines tâches répétitives ou à moins forte valeur ajoutée vont pouvoir être mis sur des choses qui ont de la valeur ajoutée. Et je reste persuadé qu'un CEO d'une PME B2B, s'il est réfléchi, s'il est un peu intelligent, s'il a une vision long terme, il va pouvoir, si son objectif c'est de la croissance, oui, et donc de grandir, s'il a l'ambition cette volonté de grandir, de faire mieux, ben il va mettre le temps de dégager de ses collaborateurs, il va les mettre sur des choses qui vont apporter et atteindre cette vision et cette stratégie. Voilà. Ouais, dans le meilleur des mondes, en tout cas. Dans le meilleur des mondes, en tout cas, dans un premier temps. Okay. Sur du long terme, ça dépendra jusqu'où la technologie sera au point. D'accord. On va peut-être se passer d'engager certains profils, mais si on a toujours cette ambition de grandir, on va devoir engager d'autres profils. Oui, ok. Voilà. Dernière question, le meilleur conseil que vous pourriez donner, conseil pratique que vous pourriez donner à un dirigeant de PME qui aujourd'hui sait que l'IA, il doit en faire quelque chose, qui ne sait pas encore comment, en un mot, un conseil pratique, sans dire m'appeler, ça je me doute que c'est l'idée, mais à part ça, si vous deviez lui donner un conseil, le meilleur. J'ai encore lu hier un article qui disait clairement que les entreprises qui se font accompagner voient réellement l'impact réel de l'intégration de l'IA générative, que vouloir le faire tout seul dans son côté, c'est bien pour tester, donc j'encourage vraiment tout le monde maintenant qui écoute notre podcast d'aller sur un LLM, donc un modèle de langage grand public, de tester des modèles de langage généralistes, OpenAI, Gemini, Copilot, qu'ils aillent tester. Qui testent, de toute façon, il faut y aller. Et puis après, étape 2, réellement se faire accompagner, parce qu'il y a quand même... si on veut correctement implémenter que ça ait de l'impact, il faut que ce soit réfléchi, il faut avoir un vrai bon POC, il faut vraiment une vraie formation, et donc ça c'est indispensable. Donc se faire accompagner, mais il y a plein de sociétés qui le proposent, et voilà, qui fassent leur choix avec ceux qui veulent travailler. Simon-Pierre Bruls de Maya Consulting, un grand merci, et merci à très bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.